Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Village perché des Alpes de Haute-Provence, connu pour son légendaire fromage et pour l'empreinte laissée par Jean Giono, Banon est également célèbre pour sa librairie. Installée depuis 1990 dans un labyrinthe, serpentant des caves au grenier de plusieurs maisons de village, réunies en une seule, la librairie Le Bleuet est aujourd'hui encore la plus grande de France en milieu rural, avec plus de 100 000 titres disponibles pour une commune de seulement 900 habitants. Ouverte 365 jours par an et employant 14 salariés, la librairie Le Bleuet a été reprise en 2016 par Marc Gaucherand, un Lyonnais qui, après des débuts incertains, est parvenu à faire revivre et prospérer cette institution tout en préservant l'esprit de son fondateur, Joël Gattefossé. Dans cet entretien, Marc Gaucherand raconte sa passion pour les livres, les auteurs, leurs lecteurs, et revient sur l'origine de son attachement à cette librairie extraordinaire dont il perpétue l'histoire et consolide l'avenir. Marc Gaucherand, pourquoi existe-t-il depuis près de 30 ans une librairie aussi monumentale dans une commune aussi petite ? Effectivement, il y a ce rapport presque aberrant d'une librairie de très grande taille dans un village de 900 habitants. Et c'est un cas unique en France, puisque effectivement il n'y a pas d'équivalent. Donc Le Bleuet est la plus grande librairie française en milieu rural. Cette originalité ne vient pas d'un projet qui serait né comme ça complètement en disant de la part du fondateur Joël Gattefossé, je vais faire la plus grande librairie française en milieu rural. En fait, Joël Gattefossé est arrivé à Banon il y a à peu près 25 ans. Il a repris un petit magasin de souvenirs. Il vendait quelques livres. Et c'est vraiment à partir de ces quelques livres de Pagnol et de Giono qu'il a développé, tout simplement parce qu'il a trouvé une demande locale. Il y a des gens qui l'ont encouragé, qu'il a développé la librairie qui s'est agrandie progressivement. C'est-à-dire qu'il a fallu 20 ans pour partir d'un petit magasin à la très grande librairie qu'est maintenant le Bleuet, c'est-à-dire plus de 100 000 livres en stock, 80 000 références, une librairie qui est ouverte strictement 365 jours par an, c'est-à-dire 0 jour de fermeture, tous les dimanches, tous les jours fériés. Ça, je crois aussi que c'est un cas unique. Par ailleurs, donc, c'est une librairie où travaillent 14 personnes, donc ça n'est pas rien du tout dans ce coin un peu perdu de Haute-Provence. Et c'est une librairie qui est donc visitée dans un rayon très très large, puisque au quotidien, les visiteurs viennent d'un rayon de 200 à 250 km, c'est-à-dire Grenoble, Nice-Antibes, Aix-Marseille, Montpellier-Arles, Avignon, Orange-Valence. Voilà le rayon quotidien, et il y a besoin en quelque sorte de ce rayon-là pour faire vivre le Bleuet, c'est-à-dire effectivement une librairie de cette importance-là. Voilà, évidemment, à l'occasion des vacances, nous avons un surcroît de visiteurs, et c'est tout à fait considérable au printemps, l'été, à l'automne, avec beaucoup de Parisiens du Luberon, puisqu'on est aux portes du Luberon, et puis beaucoup de Français de la France entière, et beaucoup de Suisses, beaucoup de Belges, etc. Voilà. Donc on a, et pourquoi pas aussi des Anglais, des Allemands, etc. Donc des visiteurs fort nombreux au moment des vacances. Hein. Que s'est-il passé pour que le Bleuet, autrefois prospère, dépose le bilan en 2014, soit repris une première fois avant d'être remis en vente 2 ans plus tard ? 2016, donc 5 ans et quelques maintenant. Alors, nous sommes arrivés après une catastrophe. Au fond, le Bleuet a suivi un peu, je dirais, le parcours des grandes aventures humaines. Il y a eu un commencement, il y a eu une apogée, en tout cas un premier moment où le Bleuet a vraiment rayonné. Et puis, il y a eu une catastrophe. Le fondateur, à un moment donné, a voulu concurrencer Amazon et a bâti à Banon même un centre d'expédition qui a coûté fort cher, plusieurs millions d'euros. Ce site n'a pas marché et donc ça a coulé la librairie donc en 2014. Donc il y a eu en 2014 un dépôt de bilan complet. Le fondateur malheureusement a été obligé de partir, il a tout perdu et c'était évidemment extrêmement triste pour lui. Nous-mêmes, nous sommes arrivés pas immédiatement, il y a eu des premiers repreneurs qui ont relancé en partie le Bleuet, mais qui ont rencontré beaucoup de difficultés et qui finalement ont jeté l'éponge. Et donc nous sommes venus en 2016 pour prendre la suite. Et donc sur ces 5 années écoulées, eh bien, nous avons
vraiment réussi à relancer le Bleuet, qui a renoué, au fond, après donc 5 années de croissance ininterrompue, avec une activité qui est digne des meilleures années du Bleuet lorsque le fondateur était aux commandes. Qu'est-ce qui vous a convaincu de reprendre le Bleuet et de quitter Lyon pour Banon ? Alors, je dirais, c'est assez anecdotique, comme je dirais, de même que lorsque le fondateur est arrivé ici, c'est-à-dire que donc nous ne sommes pas du métier, nous venons de Lyon, et par contre nous connaissions bien la région, nous avions une maison de vacances à Forcalquier, donc nous venions souvent. Il faut le dire, d'abord sur les traces de Giono. Isabelle, mon épouse, a fait un mémoire universitaire sur Giono dans le cadre d'études de lettres et de philosophie à l'université. Et donc, nous étions venus, il y a plus de 30 ans, sur les traces de Giono pour ce travail universitaire. Nous avons connu la région, nous l'avons appréciée, nous sommes revenus souvent en vacances et donc nous venions régulièrement au Bleuet acheter des livres. Et donc, nous avons suivi un peu la catastrophe, le dépôt de bilan, la difficulté de la relance. Et nous avons une de nos filles, qui nous a rejoint d'ailleurs maintenant, qui a rejoint l'équipe, qui était libraire à Grenoble et qui regardait un petit peu ce qui se passait et qui nous a signalé qu'à un moment donné, le Bleuet était à nouveau à reprendre, voilà, et qu'il y avait peut-être que l'aventure était peut-être à tenter, en particulier pour sauver le Bleuet, parce que la question se posait vraiment en ces termes-là. Et donc, voilà, on a foncé, ça a été décidé très très vite. Nous avons laissé nos métiers à Lyon, on a donné notre démission. Alors, pas immédiatement, puisque bon, il a fallu que je continue à travailler en partie à Lyon pendant 1 an, parce que je ne pouvais pas du tout me payer au Bleuet. Donc, lorsque nous sommes arrivés en 2016, parce que la situation était trop catastrophique, trop mauvaise. Donc il a fallu attendre à peu près 1 an pour pouvoir, je dirais, tout simplement se rémunérer un tant soit peu. Mais on a serré les dents et je dirais, voilà, on a réussi à relancer. Et, voilà, le Bleuet marche très bien maintenant. Est-ce que le Bleuet aujourd'hui est très différent de celui imaginé par son fondateur ? Alors, il est relativement différent, sachant que nous avons tout fait pour coller tout de même à l'histoire et à l'identité du Bleuet qui a engendré un mythe. Il y a un mythe du Bleuet, le Bleuet est très connu et ce mythe est attractif. Donc, il s'agissait d'abord, je dirais, de retrouver le meilleur du Bleuet. Et le meilleur du Bleuet, eh bien, c'est une offre considérable de livres. Donc, plus de 100 000 livres, c'est pas rien. En trouvant un équilibre entre le fond que nous tâchons d'avoir dans différents domaines, par exemple en littérature, en bande dessinée, en policier, en art, etc. Donc, j'évoque comme ça quelques rayons. C'est-à-dire donc des grands auteurs, et pour certains d'entre eux, on a toutes leurs œuvres, bien entendu, jusqu'à la Pléiade. On a, je dirais, un rayon considérable de Pléiade. On a quasiment toute la collection de la Pléiade ici au Bleuet. Et puis, par ailleurs, évidemment, les nouveautés. Donc nous essayons, nous choisissons tous les livres qui rentrent au Bleuet et avec l'équipe des libraires, eh bien chaque libraire étant en charge d'un rayon, nous essayons de faire le meilleur choix possible et d'offrir je dirais un très large éventail de nouveautés pour que les visiteurs, d'où qu'ils viennent, trouvent les livres dont ils ont envie ou dont ils ont entendu parler, etc. Voilà. Donc là, il s'agissait vraiment de renouer avec le métier de la librairie qui a fait la réputation du Bleuet. Maintenant, il y a effectivement un Bleuet 2, on va dire un deuxième Bleuet, parce que dès notre arrivée, nous avons lancé d'innombrables rencontres littéraires et je dirais, ces propositions se sont encore élargies, je vais l'indiquer, mais dès le premier mois, eh bien, nous avons fait venir un premier auteur. Et donc, ce qui se faisait relativement peu avant nous. Il y avait quelques signatures, mais il n'y avait pas de rencontres littéraires, je dirais, à rythme soutenu. Et donc, nous les avons très vite développées parce qu'on s'est aperçu que, je dirais, il y avait une réponse à nos propositions, une réponse importante, avec un public conséquent, de gens qui venaient de très loin pour les auteurs que nous proposions et que nous continuons à proposer, de très loin, c'est-à-dire dans ce rayon de 250 km, des gens qui n'hésitent pas à venir pour certains auteurs de Arles, de Montpellier, de Nice, de Grenoble, etc.
Voilà. Et donc, ces rencontres sont au nombre en moyenne de 4 par mois, sachant que pendant l'été, en juillet et août, eh bien là, on passe même à 3 à 4 propositions par semaine. Donc, évidemment, c'est le moment le plus dense de l'année. On a même lancé l'été dernier un festival de littérature en faisant venir des auteurs de l'extérieur, etc. Donc, nous avons ajouté au Bleuet cette dimension qu'on pourrait dire culturelle, quasiment de maison culturelle. On a d'ailleurs créé un espace culturel qui est un lieu où nous pouvons recevoir les auteurs, avec une salle permettant justement, en dehors des rayons, de pouvoir faire asseoir un public suffisamment nombreux. Cet espace est devenu aussi un lieu d'exposition depuis quelques mois, depuis que nous l'avons inauguré, depuis le mois de mai dernier. Un espace d'exposition, de photos, de peintures, de sculptures. Voilà, nous sommes là à notre 3e exposition depuis le mois de mai. Nous essayons d'articuler ces expositions avec les rencontres. Par exemple, l'exposition en cours actuellement, c'est une exposition de photos d'une photographe voyageuse, Françoise Gourichon, des photos d'Inde. Et nous avons donc lancé cette exposition au moment d'une rencontre autour du dernier livre d'Elisabeth Barillet, qui est une autrice de Grasset, mais qui publie aussi dans d'autres maisons d'édition et qui donc vient de publier un livre sur l'Inde, donc un séjour en Inde autour d'un sanctuaire donc de Shiva. Voilà. Et donc le même jour, eh bien, nous avons eu cette rencontre autour de ce livre, et puis par ailleurs justement le vernissage de l'exposition. Donc c'était assez extraordinaire parce que on avait comme ça, si vous voulez, un dialogue entre les images et puis par ailleurs la littérature. Et donc l'espace culturel vise à élargir nos propositions culturelles en partant bien entendu de la littérature, mais en proposant aussi de la photo, de la peinture, des images, pourquoi pas du cinéma, on l'a déjà fait, etc. Voilà. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Quels avantages en tirez-vous ? Le Bleuet, historiquement, a bénéficié d'une couverture médiatique importante. C'est-à-dire que cette situation très originale d'être une librairie unique en France en milieu rural fait qu'elle a été repérée par bon nombre de médias comme un endroit à découvrir, à faire connaître, à communiquer, etc. Et donc il s'agissait de renouer avec cette médiatisation parce que le Bleuet ne vit pas simplement des habitants du coin et très loin de là. Donc il faut réussir à faire venir des gens de loin et pour cela, eh bien, il faut communiquer loin et le plus possible. Donc nous, finalement, cette communication s'articule aux rencontres que l'on organise, aux expositions, etc. Ce qui nous donne, je dirais, du contenu à communiquer chaque semaine, puisque effectivement, nous avons environ une rencontre par semaine, sans compter les expositions, etc. Et donc, nous avons développé effectivement une newsletter, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, nous avons un site, etc. Et au-delà de ça, on travaille beaucoup avec les journalistes qui nous le rendent bien, donc aussi bien régionaux comme les journalistes de la Provence, des radios de la région, Radio Zinzine, France Bleu Provence, des radios très très différentes les unes des autres, les télévisions de la région aussi, et puis sur un plan national. Donc on a plusieurs télévisions qui sont déjà venues nous voir, Arte, on est passé à la Grande Librairie, on est passé dans des émissions comme des Racines et des Ailes, etc. Donc on a eu des descentes aussi bien de grandes télévisions, de radio, et puis par ailleurs de la presse nationale. Ça a été le cas de Marianne, on a eu un reportage dans Marianne, on a été plusieurs fois dans Le Monde, etc. Enfin voilà, donc La Vie aussi qui a fait un reportage de 3 ou 4 pages sur le Bleuet. Enfin voilà, toute une série de médias nationaux, hebdomadaires, quotidiens, etc. Donc on a une très bonne couverture médiatique. Que représente la vente en ligne aujourd'hui pour le Bleuet ? Nous avons des ventes quotidiennes en ligne, mais nous n'essayons pas de les développer. Le Bleuet est un lieu que l'on visite. Nos visiteurs découvrent
je dirais, une richesse considérable de propositions de livres sur place. Et ça, c'est vraiment l'identité du Bleuet. D'une certaine manière, je dirais, le fondateur, lorsqu'il a fait le choix de développer à outrance la vente en ligne, c'était tout de même un choix un peu contradictoire avec l'identité du Bleuet. Or, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, après la crise sanitaire, en espérant qu'elle soit derrière nous maintenant, c'est que cette crise sanitaire, alors qu'elle aurait pu, et ça a été le cas d'ailleurs pour un certain nombre de secteurs d'activité, renforcer encore la dimension numérique, eh bien, cette crise sanitaire, au contraire, se conclut avec un avantage considérable pour les librairies, la fréquentation des librairies indépendantes, des librairies moyennes, petites, moyennes, et une fringale des visiteurs pour le livre physique et pour, je dirais, la découverte, la prise en main, on pourrait dire, du livre physique. Donc nous, c'est ce que nous pensions de toute façon en arrivant en Bleuet, partant, je dirais, de la remarque de Régis Debray, philosophe français, qui nous paraît très intéressante de ce point de vue-là. Régis Debray avait dit, il y a quelques années, il y a un effet de jogging par rapport à la sédentarité. C'est-à-dire que plus on est sédentaire, plus on a besoin de faire du jogging. Et les gens qui font du jogging, c'est pas je dirais, des gens qui vivent dehors toute la journée, c'est des gens qui sont dans des bureaux fermés, on fait du jogging dans le centre de Paris, dans le centre de New York, etc. Il y a un effet livre par rapport aussi, je dirais, à l'explosion du numérique. C'est-à-dire que les gens qui passent leur journée sur leurs écrans, eh bien, recourent au livre comme média alternatif et en quelque sorte aussi pharmacopée, c'est-à-dire remédiation par rapport au tout numérique. Parce que effectivement, l'écran, toute la journée, ça finit par être insupportable. On est obligé de le supporter parce que la plupart des jobs passent par là, mais le livre est un véritable recours par rapport à ça. C'est ce que l'on voit, et donc nous ne sommes pas inquiets, je dirais, de ce côté-là. Nous sommes persuadés, à condition de s'en donner les moyens, et il faut à ce moment-là justement proposer plus que simplement des livres rangés dans des rayonnages. Il faut faire vivre une librairie, il faut rendre le livre vivant, il faut proposer des rencontres, des événements, il faut qu'une librairie soit un lieu d'expérience humaine, un lieu où on vient vivre quelque chose, où on repart enrichi, où on a découvert, où on a échangé, où on a dialogué, où on a rencontré des auteurs, où on a découvert une exposition, à condition d'être une maison de la culture vivante, une librairie a toutes ses chances aujourd'hui, voilà. Et donc, évidemment, nous avons des commandes sur notre site, mais pour nous, c'est marginal. Nous les servons évidemment et nous remercions les personnes qui commandent sur notre site, mais voilà, ce qui nous attachons d'abord et avant tout à faire vivre donc le Bleuet, on va dire en présentiel, entre guillemets. Pensez-vous que le livre numérique puisse devenir un concurrent sérieux pour le livre physique ? Alors, pas du tout, je crois que personne ne peut dire pas du tout, on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Mais je dirais, pour les années qui viennent, ça ne nous inquiète absolument pas. Absolument pas, pour les raisons que j'ai indiquées, et de façon tout à fait probante et même surprenante. Nous avons vécu de véritables raz-de-marée ces derniers mois. Alors, non seulement donc le Bleuet, depuis que nous l'avons repris en 2016, est en croissance, environ 10-15% l'an, donc ce qui est vraiment considérable, mais là, depuis l'été 2020 et la fin du premier grand confinement, on a eu une explosion. On a été submergé l'été 2020 et l'été 2021, on a eu le même phénomène, on a été submergé. Donc c'est tout à fait impressionnant. Et les personnes qui viennent sont, je dirais, en quête de livres. Voilà, passent du temps. On a des gens qui passent la journée entière dans la librairie et qui ressortent avec plusieurs centaines d'euros d'achat. C'est des gens qui viennent, qui passent dans tous les rayons, qui passent du temps, qui vont, par exemple, pique-niquer à midi ou dans un petit resto de Banon, et qui viennent pour passer du temps. Il y a des gens qui prennent une chambre pour passer un week-end à Banon et qui vont revenir le samedi et le dimanche, etc. Donc on sent qu'il y a vraiment ce besoin de passer du temps, je dirais avec les livres dans les mains, les découvrir, les feuilleter, etc. Voilà.
La mise en place du prix unique du livre par Jack Lang il y a 40 ans cette année vous permet-elle aujourd'hui encore de lutter à armes égales face à des mastodontes tels qu'Amazon ou la Fnac ? Manifestement, il y a autant de librairies en France qu'aux États-Unis. Donc pour, je dirais, une population bien moindre, ce qui veut dire que la France a réussi à sauver ses librairies, contrairement aux États-Unis, et cela est dû au prix unique. C'est-à-dire qu'effectivement, le livre s'achète au même prix, donc dans une librairie indépendante comme le Bleuet, ou je dirais donc dans une grande enseigne, dans les hypermarchés ou en ligne. Donc, alors, suite à ce prix unique, et qui n'est absolument pas remis en cause, je dirais, on confirme bien aujourd'hui, et je dirais le gouvernement actuel confirme bien évidemment ces dispositions. Par ailleurs, il y a quelques semaines une loi, alors on n'a pas encore les décrets d'application, mais une loi a été votée sur les frais d'expédition du livre qui deviennent obligatoires dans le sillage justement du prix unique du livre. D'ailleurs, nous avons fait partie d'un petit groupe de 4 librairies, avec la librairie Mola et puis donc la plus grande librairie de France à Bordeaux, la plus grande librairie indépendante et puis 2 autres librairies. Donc nous avons été auditionnés par l'Assemblée nationale à l'occasion de la préparation de cette loi pour savoir dans quel sens il fallait aller, etc. Et évidemment, nous avons appuyé donc cette requête consistant à rendre obligatoire justement des frais d'expédition. Donc on va avoir la suppression de l'expédition gratuite par, je dirais, les grandes plateformes numériques, quelles qu'elles soient. Et ça veut dire que ces plateformes vont être obligées sont obligées de vendre les livres au prix unique, premièrement, et deuxièmement, vont être obligées d'expédier avec des frais d'expédition. Et donc, en l'occurrence, on va être d'autant plus à armes égales. Et donc, les librairies indépendantes pourront faire de l'expédition davantage. Voilà, en tous les cas, les personnes qui cherchent à acheter en ligne se tourneront plus facilement vers les librairies indépendantes. Voilà. Que pensez-vous de l'édition actuelle et de la profusion d'ouvrages ? Est-ce une bonne chose ou édite-t-on trop de titres ? Habituellement, les libraires disent qu'on édite trop. Voilà. Habituellement, et je rejoindrai volontiers cette position parce que les librairies sont un peu submergées. Voilà. Et il y a beaucoup de livres qui passent inaperçus. De fait, on ne peut pas tout avoir, ce qui sort, ça n'est absolument pas possible. Même si nous nous efforçons d'avoir énormément, il y a beaucoup de livres qu'on ne prend pas parce que c'est tout simplement impossible de tout prendre. Mais on ne pourrait même pas physiquement justement les installer dans la librairie, etc. Donc, voilà, il y a certainement, je dirais, un trop quantitatif de ce point de vue-là. Il s'agit à ce moment-là, dans le trop quantitatif, de faire les meilleurs choix possibles pour offrir les meilleurs livres à nos visiteurs, aux lecteurs, aux habitués, aux amis du Bleuet. Nous espérons, mais je dirais ça ne semble pas tout à fait en prendre le chemin, que les éditeurs... Alors, lors de la crise sanitaire, là, il y a eu une certaine réduction. Voilà, une certaine réduction, mais je dirais qu'il n'est pas non plus formidable et on a l'impression que ça tend à repartir à la hausse parce que justement la demande est très forte, etc. Voilà. Faites-vous partie des libraires qui ont le temps de lire et donnent leurs avis aux lecteurs qui les sollicitent ? Je crois que c'est le point fort des librairies indépendantes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniquement des marchands de livres, nous sommes d'abord et avant tout des lecteurs. Donc là, il y a au Bleuet une grosse équipe de lecteurs. On lit énormément et donc nous proposons justement alors ce qu'on appelle des coups de cœur sur les livres. Alors on va dire essentiellement littérature parce que c'est là où la demande est la plus importante au Bleuet. Mais donc oui, nous fléchons des livres et nous proposons un commentaire pour ces livres. Et donc les personnes qui viennent, les visiteurs, pour une proportion non négligeable d'entre elles, nous posent des questions justement et demandent à être conseillés. Mais
nous avons des visiteurs qui sont très très variés. Il y a des visiteurs complètement autonomes qui vont passer dans les rayons, qui sont, on va dire, de bons connaisseurs de livres, de littérature en particulier, mais aussi par exemple en bande dessinée, etc., et qui n'ont besoin de personne et qui vont repartir avec un panier plein de livres. Panier en osier, puisque c'est ce qu'on a au Bleuet, donc sans nous avoir posé aucune question. Ou alors en prenant donc dans les rayons des livres quels que soient les rayons, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en policier, que ce soit en littérature, ou par exemple en jeunesse, des livres qui comportent les coups de cœur, ils vont les prendre au passage, mais voilà, sans nous demander quoi que ce soit. On voit bien aussi que, je dirais, une partie des visiteurs viennent au Bleuet dans ce qu'une librairie peut avoir de silencieux, je dirais, on pourrait dire de paix. Une librairie, c'est un espace paisible, silencieux, etc. Et on voit bien qu'un certain nombre de nos visiteurs viennent pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rencontre avec les livres, de vis-à-vis avec les livres, et donc ils n'ont pas besoin de médiation. Donc voilà, ça dépend tout des visiteurs. Y a-t-il des genres littéraires qui se détachent par rapport à d'autres actuellement ? Depuis qu'on est là, depuis 5 ans, on ne voit pas particulièrement d'évolution, sauf sur un point, une sorte d'explosion depuis quelques mois, mais qui n'est pas propre au Bleuet, qui a été repéré sur un plan national. Ce sont les mangas. Donc voilà, on a un peu du mal à comprendre pourquoi il y a une telle explosion, parce que chez nous, ça a été multiplié au moins par 2, les ventes de mangas, depuis le printemps dernier. Alors, manifestement, il y a eu d'un côté les confinements, qui du côté des jeunes ont été un peu l'occasion ils ne pouvaient pas passer la journée sur les écrans, etc. Ça a été un peu l'occasion de découvrir justement le royaume des mangas comme secteur de distraction, puisqu'ils n'avaient plus leur groupe de sport ou leur groupe que sais-je, de loisirs habituels, etc. Et puis par ailleurs, il y a le chèque culture là, des jeunes, enfin le pass culture qui a apporté des moyens, et il se trouve que le pass culture est en partie dépensé dans les mangas. Donc c'est assez impressionnant. La France est aujourd'hui le 2e pays au monde, derrière le Japon, en termes de vente de mangas, donc c'est assez considérable. Voilà. Avez-vous une idée de ce que sera le Bleuet dans 10 ans ? En fait, nous souhaitons vraiment que le Bleuet, je dirais, garde sa dimension humaine. Voilà. C'est-à-dire que, quand on est arrivé, il s'agissait de relancer le Bleuet tout simplement pour qu'il soit viable. Et quand on est venu, pour être très clair, nous avions un appartement à Lyon, nous vivions dans le centre de Lyon, on avait un appartement, on l'a vendu pour mettre l'argent dans le Bleuet. Et donc on s'est dit, peut-être qu'on va tout perdre, je dirais, peut-être que, voilà, on va pas y arriver, puisque nos prédécesseurs étaient partis en jetant l'éponge. Si on n'y arrive pas, voilà, on aura perdu, c'était un peu un pari, etc. Alors évidemment, on s'est quand même mobilisé pour que ça marche. Voilà. Et donc, voilà. Maintenant, il y a eu un certain nombre d'étapes de relance, l'ouverture de l'espace culturel. On a aussi donc fait... Alors, l'espace culturel a été... porté en partie par un projet européen qui s'appelle Leader. Donc, c'est un programme européen de développement des activités en zone rurale. Donc, c'est ce programme d'ailleurs qui nous a sollicité. Ils sont venus nous voir. Et donc, je dirais, cet espace a été financé en partie par ce programme européen. Par ailleurs, donc, je dirais, la salle... Nous avons ouvert cet été, nous avons aménagé nos espaces extérieurs, nos jardins, avec un équipement de lumière professionnelle, de sonorisation professionnelle, etc., qui là a été financé dans le cadre du plan France Relance, post-Covid, etc. Même chose, on a été sollicité aussi, et on a immédiatement répondu. Donc, on avance, si vous voulez, comme ça, dans une série de projets, et il y aura certainement d'autres projets. On a lancé cet été un festival, c'est un embryon, on va le développer. Donc on a comme ça, je dirais, quelques projets à poursuivre, voilà. Mais ce ne sont pas des projets démesurés.
dis par exemple très, très clairement, il y a je dirais des librairies en difficulté qui sont venus nous voir pour qu'on les reprenne et qu'on les relance. Et nous n'avons pas, nous ne sommes pas partis dans cette direction-là. Ça ne nous intéressait pas. Nous préférons faire vivre un lieu et être présent dans ce lieu et vraiment l'animer et lui donner son âme, plutôt que de commencer à monter un réseau de librairies. Voilà, cette dimension nous intéresse beaucoup moins. Voilà. 5 ans après votre installation à Banon, quel bilan tirez-vous de ce changement de vie radical ? Oui, c'est une vie différente et en même temps, alors évidemment différente, mais on ne se sent pas du tout perdu, isolé, etc. Parce que la façon dont on a repris le Bleuet, alors justement je vais parler d'un point qu'on n'a pas évoqué, nous avons créé quelques mois après notre arrivée une association des Amis du Bleuet, dans laquelle il y a à peu près 200 adhérents. Et donc, parce que nous avons compris en arrivant que beaucoup de gens tenaient au Bleuet. Des gens qui habitent le coin, mais aussi des gens loin. Dans cette association, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Parisiens, il y a des Normands, enfin bon, etc. Voilà, il y a des gens un peu de partout, mais qui, pour certains d'entre eux, viennent par exemple chaque été en vacances, ou même plus souvent dans l'année en vacances, et donc ils tiennent au Bleuet. Et donc, on a bien compris qu'une des clés du Bleuet, en fait, c'était ses amis, c'était le réseau de ses amis. D'ailleurs, vous le remarquerez, je n'ai pas prononcé le mot client pendant tout notre échange. C'est un mot qu'on n'emploie jamais au Bleuet. Nous avons des visiteurs, des lecteurs, des amis, etc. Évidemment, il faut aussi que ces personnes soient des clients à partir du moment où il y a 14 personnes qui travaillent au Bleuet, parce qu'il faut pouvoir payer l'équipe et puis le fonctionnement du Bleuet, etc. Mais nous pensons, et c'est une manière peut-être de voir très particulière, nous pensons que la viabilité commerciale, la viabilité économique du Bleuet est assurée par surabondance à partir de la qualité de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a à aucun moment, si vous voulez, on a eu comme unique objectif la dimension commerciale et financière. Et je vais vous dire, même, on s'est presque dit, allez, peu importe, on va essayer de faire quelque chose de bien. Dans le domaine culturel, et puis aussi dans le domaine amical, avec les gens justement qui viennent, avec qui on échange régulièrement. Je dirais, dès qu'on reconnaît une personne, eh bien on laisse tomber ce qu'on est en train de faire pour échanger un moment avec cette personne, quel que soit le sujet d'ailleurs. Et c'est ça qui nous importe d'abord et avant tout au Bleuet, c'est-à-dire la dimension humaine. Et ça, en l'occurrence, ensuite, je dirais, par surabondance, on le récupère sur le plan économique. Parce que les gens aiment venir, ils sont fidèles, ils reviennent, et bien après, ça fonctionne. Voilà. Mais donc là, j'aurais tendance à dire, l'intendant suivra, c'est-à-dire qu'on considère que la dimension économique, eh bien, elle arrive, je dirais, comme conséquence de la dimension humaine, qui est première pour nous au Bleuet.